Et voilà, retour dans cette deuxième partie de séance. Une séance où Seth nous parle de nos moi multiples et du fait que nous pouvons nous y connecter, et notamment dans ce paragraphe, il nous disait que nous nous y connectons à chaque fois que l'on pense créer quelque chose. Car en fait, là, il venait de nous dire que nous ne créons rien. À chaque fois qu'on fait un travail créatif, c'est simplement qu'on va chercher une idée qu'on a déjà eue dans une autre réalité. Alors nous ou notre entité globale. Et je continue. Donc la fin de ce paragraphe, il y a une dernière phrase qui disait « C'est la raison pour laquelle toute créativité majeure est multidimensionnelle. » Car finalement, elle vient donc de cette de fait qu'on va piocher à droite à gauche. Et donc il disait même, c'était un terme je trouve assez intéressant, de processus de coopération. Tout travail créatif, c'est une coopération globale entre plusieurs de nos vies, de nos réalités, de nos moi. Et là, donc, il nous dit « Toute créativité majeure est multidimensionnelle », c'est-à-dire que chaque personnalité toute seule n'a pas cette capacité finalement. C'est un peu décevant, mais c'est en tout cas la manière dont Seth présente les choses, n'a pas cette capacité toute seule en autonomie de créer complètement quelque chose. C'est comme si elle devait réinventer quelque chose qui existe déjà. Peut-être qu'elle réinvente et elle transforme un petit peu puisqu'elle est dans une autre réalité. Ça, c'est quand même important, oui, de bien penser déjà que chaque personnalité est unique, est autonome, et donc qu'elle développe en permanence quelque chose d'unique. Et que comme elle communique avec les autres, elle va de toute manière, même si elle récupère des informations, une idée, elle récupère une partie de conscience d'une autre personnalité, elle va la retraduire à sa manière. Donc, effectivement, c'est de toute manière unique. Donc, on crée quand même quelque chose, parce qu'on va créer, même si on va chercher des idées qui existent déjà, on va le créer à notre manière unique. C'est pour ça que peut-être j'étais un petit peu limitatif, je dirais, à la fin de la séance précédente, quand je disais qu'en fait je m'exprimais un peu comme ça, peut-être un peu froidement ou un peu pessimiste. Si je caricature, je disais qu'on ne crée rien. En fait, si, je pense qu'on crée quelque chose, peut-être pas l'idée initiale, mais comme on retransforme, le fait de créer en percevant, ce que je rappelais juste avant la pause, on va créer à notre manière, donc il y a quand même une partie créative, même si l'idée de base n'est pas complètement originale. C'est en tout cas comme ça que je comprendrais cette phrase, parce qu'il dit, alors il parle de créativité majeure, qui est multidimensionnelle. Donc chaque créativité quotidienne, qui n'est pas forcément dite majeure, est peut-être juste bidimensionnelle. C'est-à-dire qu'on va chercher l'idée qui existe déjà dans une autre réalité, et on la transforme pour notre réalité là, notre personnalité là. De toute façon, ça devient quand même quelque chose d'unique. Oui, c'est quand même ça, à mon avis, qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a quand même une créativité toujours. Oui, c'est vrai que j'ai un petit peu trop caricaturé l'image que j'avais avant. Nous créons quand même quelque chose, et plus la créativité est majeure, plus ça veut dire qu'on va chercher dans plusieurs réalités, d'où le fait qu'elles deviennent multidimensionnelles. Une petite créativité, c'est bidimensionnel, et plus on rajoute d'éléments, on va tridimensionnel, quadridimensionnel, plus on va chercher dans d'autres dimensions, plus on peut créer quelque chose de majeur, parce que c'est un croisement global de plusieurs réalités, et donc ça donne plus de matière à ce qu'on est en train de créer, tout simplement. Et donc cette
créativité majeure trouve sa source, non pas dans une seule réalité, mais dans plusieurs. Donc c'est bien ça, ça te donne simplement la réponse après. Et elle est colorée par la multiplicité de cette origine. Voilà, donc je relis. C'est la raison pour laquelle toute créativité majeure est multidimensionnelle. Elle trouve sa source non pas dans une seule réalité, mais dans plusieurs. Et elle est colorée par la multiplicité de ses origines. Donc ça redonne quelque chose d'unique. Un arc-en-ciel de couleurs qui redonne une couleur particulière. Si, je pense que ça me semble vraiment clair exprimé comme ça. Et je passe donc au paragraphe suivant, 21h49 dans leur session. 7 dit à ce moment-là qu'une créativité forte donne toujours l'impression de sortir du cadre de sa réalité. Alors, là c'est ce que je comprends, hein, c'est la créativité, c'est l'action de créer. Donc le fait qu'une personnalité soit en train de créer quelque chose donne toujours l'impression de sortir du cadre de sa réalité, de sa dimension physique propre, à la fin de la phrase. Et à juste titre, c'est-à-dire que si je comprends bien, si moi je suis en train de créer quelque chose, mais que je vais chercher dans une vie que j'ai au Moyen-Âge, je sais pas, par exemple, je vais travailler le bois et j'utilise des compétences de menuisier, d'ébéniste que j'ai eues dans une autre vie. Ça peut donner l'impression de sortir du cadre de la réalité. Bon, là, je sais pas, effectivement. Est-ce que chaque artiste, c'est vrai que oui, on peut dire que les œuvres d'art, en tout cas, qui sont une forme de créativité particulière, d'ailleurs certaines sont, les auteurs vont dire qu'ils y sont incompris, qu'ils sont trop en avance sur leur temps, que voilà, ce qu'ils créent vient d'une autre réalité. Je sais plus si on l'a déjà vu ensemble, mais Seth dira à un moment donné qu'effectivement les artistes se rejoignent dans les rêves, et puis même ceux qui sont morts en fait, et qu'ils mélangent comme ça un peu leur point de vue, ce qui fait que le matin, ils se réveillent, ils peuvent avoir des nouvelles idées parce que c'est quelque chose inconsciemment qui a été travaillé, discuté, mélangé dans les rêves, et qui amène toujours une créativité. Et là, on pourrait réutiliser la phrase de 7, qui peut donner l'impression de sortir du cadre de la réalité dans laquelle ça a été créé, effectivement. Phrase suivante, il dit que par contraste avec ce qui est habituel, la créativité, donc elle, ressemble presque à une intrusion. Alors là, c'est pas n'importe quelle créativité, c'est pas la petite action quotidienne. Je crois qu'on est toujours dans la créativité majeure, une créativité forte. Soit quelqu'un qui crée beaucoup, soit qui crée quelque chose, une chose énorme, etc. Mais voilà, quelque chose de remarquable. Donne cette impression d'être décalée par rapport à la réalité physique, dans laquelle elle prend forme au final. Elle peut venir d'autres réalités, mais elle prend forme dans une réalité physique. Par contraste avec ce qui est habituel, elle ressemble presque à une intrusion. À le fait que, comme si une autre réalité venait s'installer dans la nôtre, par exemple. Elle coupe le souffle, 17. Donc, voilà, pour dire qu'il y a une émotion particulière qui est installée avec cet élément qui vient donc s'insérer via ces autres réalités dans la nôtre. Une créativité de ce genre rappelle automatiquement à chaque être humain sa propre réalité multidimensionnelle.
une créativité forte, donc voilà, quelque chose d'énorme. On peut penser, je sais pas, à Picasso par exemple, bon, c'est un de mes référentiels, mais voilà, on voit qu'il a quand même beaucoup choqué. Moi, je vais peut-être dire une évidence, mais ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'au début, il était vraiment hyper classique. Il est parti de choses classiques, et dans ce que j'ai compris, hein, plusieurs fois, il est montré un peu le fait il essayait d'aller au plus simple dans les traits. Donc il partait le dessin du taureau, par exemple, ou d'un portrait. Il part... Bon, il a une personne devant lui, par exemple, ou une photo, ou je ne sais pas comment il travaillait. Mais en tout cas, il part d'un premier dessin ultra réaliste. Le plus réaliste possible, en tout cas. Donc c'est des dessins... au début, il faisait des choses très... oui, on va dire classiques. Et il faisait après une série comme de reproduction. C'est comme s'il essayait petit à petit de simplifier, c'est-à-dire de passer de la réalité, le portrait, enfin la personne, à un premier portrait. Il y a déjà une simplification, il y a des traits, des gommages. Déjà on passe de 3D en 2D. C'est déjà une simplification énorme. Et ce travail-là, il le redigérait pour voir à chaque fois ce qu'il pouvait en retenir. Donc il y avait de moins en moins de traits. Il faisait plusieurs étapes comme ça. Donc il prenait le dernier dessin et le réinterprétait pour simplifier à nouveau. Pour arriver à la fin, juste voilà, le trait essentiel. Ça, c'était une manière de travailler. Il a eu plusieurs manières de travailler, hein, mais j'avais l'impression quand même, dans ce que j'ai un petit peu regardé de son travail, c'est qu'il était dans cette recherche du trait le plus simple, le plus ultime, la quintessence de ce qu'il voulait représenter, que ça reste lisible, compréhensible, mais avec le minimum de matière. Donc ça, pour moi, c'est un exemple. Il y aurait d'autres exemples. Van Gogh me vient en tête. Après, dans les artistes musicaux, effectivement, oui, Beethoven, Mozart. Voilà, il y a des choses vraiment où ça donne de la... oui, ça donne des frissons, là. Seth disait, une créativité de ce genre coupe le souffle. Ça vient vraiment nous chercher à l'intérieur. Et c'est peut-être justement cette émotion qui vient, qui naît, qui nous touche, qui est ce que Seth dit, ce rappel automatique que nous sommes connectés dans une réalité multidimensionnelle. C'est peut-être parce que justement, ce que l'on voit dans notre réalité a l'impression de surgir d'une autre réalité, hein, sortir du cadre de la réalité. C'est peut-être ça qui nous touche. Là, c'est juste une proposition à chaud comme ça. Les œuvres d'art majeures nous toucheraient parce que justement, c'est comme si c'était une information qui venait d'une autre réalité et que cette information, on la perçoit, on comprend intuitivement qu'elle nous vient d'une autre réalité et ça nous rappelle que nous sommes également multidimensionnels. Je le reformule différemment. L'émotion devant une œuvre ultra créative, nous redonne notre pleine conscience, ou nous redonne une conscience en tout cas, de notre réalité complète. Hein, par le fait qu'il y ait cette image d'une autre réalité qui surgirait dans la nôtre. Hein, voilà, ça peut être une manière de présenter, en tout cas c'est un petit peu ce que je comprends dans cette proposition de Seth. L'émotion viendrait de ce rappel simple que finalement, voilà, la réalité globale est cachée quelque part dans le tissu de la réalité physique un peu partout. Voilà, comme matrice, quoi. Voilà, l'information primordiale est cachée derrière ce que Seth appelle le camouflage de la réalité physique. L'information est là et des fois, on perçoit, on capte ça,
plus qu'avec nos 5 sens. Est-ce qu'on fait attention à cette information ou pas? J'en parlais dans le début de la séance, donc la vidéo 48.1. Est-ce qu'on accepte qu'il y ait d'autres informations qui viennent ou pas? Est-ce qu'on se laisse toucher par ces informations ou pas? Voilà, ça c'est à chacun de voir. 7 continue, en tout cas, ce paragraphe avec la phrase « L'expression « connais-toi toi-même » a donc une signification beaucoup plus profonde que ce qu'on suppose en général. » Et ça vient conclure ce paragraphe. « Connais-toi toi-même dans un sens multidimensionnel. » L'entité se connaît elle-même en explorant à travers une personnalité, et quand nous sommes touchés par quelque chose de créatif, soit qui viendrait de nous-mêmes, peut-être, soit qui viennent des autres, ça réveille cette part d'entité globale en nous. Et on se connaît soi-même. Notre entité se reconnaît en tant qu'entité à travers l'expérience d'une seule de ces personnalités. C'est peut-être ça. La phrase qu'il y a derrière se connais-toi toi-même. Donc 7 nous dit que ça a une signification beaucoup plus profonde que ce qu'on suppose en général. Donc un paragraphe quand même assez lourd de sens. Et on enchaîne avec le paragraphe suivant. 7 dit que d'ailleurs, dans des moments où vous êtes seul, vous pouvez découvrir certains de ces autres courants de conscience. Dans des moments où vous êtes seul, vous pouvez découvrir certains de ces autres courants de conscience. Vous pouvez par exemple entendre des mots ou voir des images qui semblent sans rapport avec vos propres pensées. Donc nous sommes seuls, et des fois, Seth nous dit que c'est comme si nous entendions des mots qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre. On peut voir des images qui sont en décalage complet avec ce à quoi on était en train de penser de manière consciente, en tout cas. Ça, c'est vrai que ça m'arrive souvent. Et puis, quand je guide des séances de méditation, par exemple, des fois, il y a certaines personnes qui font des retours, des fois, et voilà, qui peuvent dire, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai telle image qui m'est venue, j'ai aucune idée d'où ça vient. Le fait de laisser résonner une intention, pour moi c'est comme ça en tout cas que je médite, ça me semble plus simple au départ. Petit à petit, on essaie de retirer un peu plus les intentions. Mais en tout cas, on peut tourner autour d'une intention, de se répéter juste une petite phrase, de répéter un mot, d'essayer de se redire, un objet. Et c'est parce qu'on répète qu'il y a des informations qui arrivent. Et pour moi, la méditation, c'est à peu près ça, je dirais comme définition, c'est le fait de se laisser toucher par des mots, des images, des sensations, ça peut être des odeurs, des couleurs simplement, pas forcément des formes. Une information qui nous revient en effet boomerang. Voilà, je propose quelque chose et j'ai quelque chose d'autre qui revient. Là, nous sommes seuls dans ces cas-là. Donc ça peut correspondre à ces moments dont Seth est en train de parler, qui n'arrivent pas forcément que quand on est en train de méditer. Moi, en tout cas, ça m'arrive à des moments, mais c'est des moments où je laisse un petit peu mon mental errer. Si je suis en train de réfléchir spontanément, enfin pas spontanément justement, ardemment, volontairement, sur quelque chose, je n'ai pas forcément à ce moment-là d'autres images qui viendraient. Mais par contre, quand je laisse un peu divaguer autour d'un certain sujet, il m'arrive d'avoir tout d'un coup des images qui n'ont rien à voir avec ce que
ce que j'avais en tête, effectivement. Sans rapport avec vos propres pensées. Il continue dans la phrase suivante. Selon votre éducation, selon vos croyances et votre histoire, vous pouvez les interpréter de différentes façons. Tout ce qui nous vient est lié à ce que nous pensons, à ce que nous croyons, à ce que nous vivons, à notre manière de voir les choses. La même couleur va être perçue de manière très différente d'un pays à l'autre. La couleur de noir, par exemple, qui est plutôt un deuil dans nos cultures occidentales. Je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai cru comprendre qu'en Espagne ou au Portugal, c'est pas du tout une couleur de deuil. Il me semble. Enfin voilà. Bon, c'est un exemple, je dis pas qu'il est vrai, mais voilà, en tout cas, il y a vraiment juste des couleurs, des formes qui ont des sens très différents, bien sûr, d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Et ça s'étend donc à chaque personne après. Chaque famille peut avoir son propre fonctionnement, un peu ses mots-clés, sa manière de dialoguer, ses petites histoires de famille. Un village peut avoir aussi son fonctionnement, une ville. Voilà. Chaque territoire, chaque échelle, chaque culture. C'est pour ça que la culture, en fait, c'est lié à un référentiel donné, à un groupe humain donné. Et on change de référentiel, on change de taille de groupe, on va trouver d'autres fonctionnements communs. Puis après, ça peut être des fonctionnements par religion, par langue, etc. Donc pas forcément lié à un territoire défini, mais quelque chose d'un peu plus vivant, qui bouge. Mais en tout cas, tout ça est lié à la culture, et donc, oui, effectivement, c'est rattaché derrière aux symboles. Seth parlait régulièrement des symboles qui sont rattachés aux mots de base, mais aussi aux concepts qu'il y a derrière. Donc, selon votre éducation, vos croyances et votre histoire, vous pouvez interpréter donc soit les mots, soit les images qui viennent comme ça spontanément de différentes façons. Ils peuvent d'ailleurs avoir des origines variées. Ça ne t'en dit pas plus à ce moment-là, mais ces images, en tout cas, ont des origines variées. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que ça peut venir de plusieurs réalités, en tout cas, et de plusieurs manières, peut-être. Je crois qu'il va décrire ça un peu plus tard. Souvent, dit-il, cependant, vous vous êtes connecté par inadvertance à l'un de vos autres courants de conscience. Donc voilà, simplement, il nous dit, il peut avoir des origines variées, mais souvent, en tout cas, c'est simplement parce qu'on s'est connecté sans le savoir, c'est pas volontaire, à l'un de vos autres courants de conscience. Peut-être celui qui était le plus proche, comme s'il y avait une proximité un peu géographique, même si le temps, l'espace n'existe pas. Mais en tout cas, il y a peut-être des éléments avec lesquels on a plus de facilité à se connecter qu'avec d'autres. Bon, c'est une proposition de ma part. Vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, voilà, on s'est connecté tout d'un coup comme ça à une idée. Donc la phrase n'est pas finie. Vous êtes connecté par inadvertance à l'un de vos autres courants de conscience. Vous avez momentanément ouvert un canal vers ces autres niveaux de réalité, vers lesquels résident d'autres parties de vous-même. Donc là, je redis, à mon avis, vous-même, bien sûr, c'est l'entité. C'est pas les moi probables ou parallèles. Voilà, c'est d'autres parties de nous-mêmes, donc à un sens large. Donc voilà, j'arrive à la fin d'un paragraphe. Il n'y a rien de très nouveau dans cette phrase. Vous êtes ouvert mentalement à un canal. Oui, on peut imaginer, voilà, un canal, donc c'est ce qui permet de faire circuler les informations, rien de trop nouveau. Autre niveau de réalité. Bon, voilà, c'est une autre manière de présenter en tout cas les choses. Donc j'enchaîne avec le paragraphe suivant. Certains de ces mots ou de ces images peuvent avoir un rapport avec les pensées de ce que vous appelleriez un moi réincarnationnel. Donc, certains
de ces mots ou de ces images qui nous viennent comme ça, spontanément. Hein, on est en train de penser à quelque chose, et puis on a ces images, ou ces mots. Donc certains peuvent avoir un rapport avec les pensées de ce que vous appelleriez un moi réincarnationnel, qui est donc focalisé, continue-t-il, sur une autre période de l'histoire, telle que vous concevez l'histoire. Sur la façon d'expliquer de Seth, il nous parle avec nos mains bouts pour qu'on comprenne. Donc là, il dit simplement que nous avons des moi d'autres périodes historiques, et parce que l'un d'entre eux est en train de vivre quelque chose, de penser à quelque chose, d'avoir une émotion, une idée, quelque chose, et bien ça va faire un transfert, et que ça vient émerger à ce moment-là de notre vie. Ça, c'est une possibilité. Ou bien, selon votre inclination naturelle et votre souplesse psychique, selon votre curiosité et votre désir d'apprendre, vous pouvez aussi piocher un événement impliquant l'un de vos moi probables. Donc là, c'est quelque chose d'un petit peu plus lointain. Les moi probables, donc d'après ma définition, ça a l'air de correspondre à ce que ça dit, parce que là, il donne un exemple un peu plus lointain. Donc selon, voilà, il a dit inclination naturelle et votre souplesse psychique, votre curiosité et votre désir d'apprendre. Donc ça dépend de ce qu'on est en train de vivre dans cette vie-là et de ce qu'on a envie d'apprendre. D'où je redis que plus on essaye, plus ça a de chance quand même, je pense, de se connecter à d'autres réalités. Et bien à ce moment-là, vous pouvez piocher, entre guillemets, un événement impliquant l'un de vos moi probables, c'est-à-dire une réalité vraiment parallèle. Les moi probables, je sais pas, là je suis en train même d'hésiter en me disant est-ce que c'est nous-mêmes? Oui, j'ai l'impression que c'est ça, c'est nous-mêmes, mais avec une autre naissance, dans un autre lieu, où on a fait d'autres choix en tout cas, mais est-ce que même est-ce que la naissance doit être identique? Bon, non, je vais peut-être pas partir dans ces débats-là, là c'est un peu complexe, puis c'est pas le moment où Seth parle en tout cas des réincarnations, donc on verra quand il en parlera un peu plus clairement. En tout cas, c'est un moi, imaginez, qui ne vit pas notre vie, ce qui a fait d'autres grands choix, et donc qui est quand même un petit peu plus loin, mais plus proche en tout cas que nos vies réincarnationnelles, à mon avis, hein, puisque ça peut être nous-mêmes, notre même forme, notre même sexe, même âge, même prénom, tout pareil, le même contexte, mais qui a fait d'autres choix. Bon, donc on peut aussi aller chercher ces informations qui viendraient de ces vies probables. Autrement dit, vous pouvez prendre conscience d'une réalité beaucoup plus étendue que celle que vous connaissez à présent. Et c'est ça que Seth nous invite à retenir. Hein, tout simplement. Les informations qui viennent, et c'est intéressant en tant que tel de voir tout d'un coup, tiens, j'ai telle image, j'ai telle pensée. Est-ce que vous allez souvent, régulièrement, avoir un peu les mêmes pensées qui viennent? Est-ce que vous faites les mêmes rêves? C'est ça sur lequel Seth, en tout cas, attire notre attention. C'est ça qui, petit à petit, va nous révéler qui nous sommes, qui va nous aider à comprendre comment on fonctionne. Et qu'est-ce qu'on accepte dans notre vie? Comment est-ce qu'on voit les choses? Et comment nos autres moi probables ou réincarnationnels vivent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Quelle émotion? Donc c'est vraiment en croisant ces informations-là, petit à petit, qu'on continue à découvrir qui on est et comment on fonctionne. En tout cas, Seth nous dit, vous pouvez prendre conscience d'une réalité beaucoup plus étendue que celle que vous connaissez à présent. Point virgule. Vous pouvez utiliser des facultés que vous possédez sans vous en rendre compte et savoir, sans l'ombre d'un doute,
que votre conscience et votre identité sont indépendants du monde sur lequel toute votre attention porte à présent. Donc une phrase un petit peu longue, la deuxième partie. Mais Seth continue à nous dire quelque chose qui semble évident pour lui. Il suffit de vouloir élargir sa conscience pour capter des nouvelles informations et pour continuer à comprendre qui nous sommes. Vous pouvez, dit-il, utiliser des facultés, je relis, que vous possédez sans vous en rendre compte. Donc on peut utiliser des facultés qui sont présentes dans d'autres moi. Et savoir sans l'ombre d'un doute que votre conscience et votre identité sont indépendantes du monde sur lequel vous portez toute votre attention, sur lequel toute votre attention porte à présent. Votre conscience et votre identité sont indépendantes de ce que vous êtes en train de vivre. Ça n'a rien à voir. C'est juste un petit bout d'expérience. Mais vous venez d'un univers, d'une réalité beaucoup plus large. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas en train d'écrire ce livre, ni vous en train de le lire. Voilà. Une conclusion d'un paragraphe de l'humour de Seth, un peu à sa manière, pour conclure, pour nous faire réfléchir. Une conscience qui n'a plus de réalité physique, qui arrive à transmettre des informations, qui fait un livre, qui crée un livre, un vrai livre physique, concret, que nous pouvons lire dans notre réalité à nous. Et le message vient de complètement ailleurs. Donc, selon lui, votre conscience et votre identité, c'est évident, ne sont pas liés à cette réalité physique. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas en train d'écrire ce livre et vous ne seriez pas en train de le lire. Humour léger, note Robert. Maintenant, vous, et il a demandé à Robert de souligner ce mot, vous pouvez faire une pause. Vous, voilà. Là, c'est l'humour de Seth. Il est en train de parler de l'identité au sens large. Et là, il précise à Robert que lui, en tant que personnalité, peut faire une pause. Voilà. C'est à quoi il répond merci. Une pause qui dure 9 minutes de 22h01 à 22h10. Et il reprend un nouveau paragraphe à la suite. Ces autres existences, continue-t-il, qui sont les vôtres, se poursuivent tout à fait joyeusement. Que vous soyez réveillé ou endormi, mais en général, vous les maintenez à distance tant que vous êtes réveillé. Ah, quelques informations en plus, effectivement. Donc, que vous en ayez conscience ou pas, que vous soyez en train de dormir ou pas, que vous soyez connecté avec ces autres consciences ou pas. Elles se poursuivent tout le temps. Elles sont indépendantes de vous. Il dit même qu'elles se poursuivent tout à fait joyeusement. Elles sont indépendantes, elles vivent leur vie. Chaque moi, en permanence, vit sa vie et est persuadé de continuer de vivre sa vie à sa manière, de vraiment être le seul à vivre ce qu'il est en train de vivre. Que vous soyez réveillé ou endormi. Ce n'est pas uniquement quand vous dormez, par exemple, que votre niveau de conscience atteint un certain degré, un certain niveau, un certain état, qui fait qu'à ce moment-là, ça réveille quelque part les autres moi. Non, ils sont tout le temps en train d'expérimenter comme vous. C'est la même chose. Mais, en général, nous maintenons effectivement toutes ces autres existences quand nous sommes réveillés. Notre ego, notre moi, je ne sais pas exactement, en tout cas il y a quelque chose qui tient à distance ces informations qui viennent parce que c'est peut-être notre ego en partie, parce que ça met en péril, lui, son travail
de nous maintenir vivants dans cette réalité physique, hein, tout simplement. Dans le rêve, continue 7, vous vous en rendez bien mieux compte. Même s'il se produit dans le rêve un processus final qui masque souvent cette expérience psychologique et psychique intense. Je crois que Seth en parlait, oui, il y a quelques séances. J'ai essayé de retrouver. Là, c'est quand il disait que c'était quand il se connectait. Il disait quand on rêvait. Ah zut. C'était peut-être un chapitre précédent. Je sais pas si je vais pouvoir retrouver rapidement. Que dans nos rêves, ouais, je crois que c'est dans un chapitre suivant. Alors je sais plus si j'ai retrouvé. Si, c'est ça, voilà. L'histoire d'énergie qu'on avait dans certaines profondeurs du sommeil. C'est ça. Et que donc, voilà. Dans certaines profondeurs du sommeil, la perception de l'âme fonctionne relativement sans restriction. C'était le chapitre 6 sur l'âme. Donc il n'y a pas de restriction. Hein. Donc là, dans ce chapitre 7, il vient de nous dire, dans le rêve, vous vous en rendez bien mieux compte, même s'il se produit dans le rêve un processus final qui masque souvent cette expérience psychologique et psychique intense. Et que Seth nous disait que déjà, donc, dans certaines phases, dans certaines profondeurs, donc je traduis ça par phase du sommeil, la perception de l'âme, fonctionne relativement sans restriction, et que vous buvez, dit-il, à la source pure de la perception. C'est-à-dire qu'on est connecté à notre âme quasiment directement. C'est ce qu'il disait. Mais que les expériences ne sont pas traduites physiquement, et n'en demeurent pas, du coup, telles quelles dans les rêves. Hein. Mais qu'il y a l'expérience de la profondeur qui sont retraduites sous forme de paraboles oniriques. Hein, c'est ce qu'il nous disait. Donc là, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose dont il parle avec d'autres mots. Il se produit dans le rêve un processus final qui masque souvent l'expérience de départ. Point virgule, hein, donc voilà, l'expérience psychologique et psychique intense, qui pour moi est la connexion directe avec notre entité, notre âme. Point virgule, pour finir la phrase, et malheureusement, c'est de la version finale du rêve que vous vous souvenez d'habitude, donc d'une version un peu transformée, limitée. D'où les exercices qu'il nous propose de temps en temps, d'essayer de se rappeler nos rêves, d'essayer de s'éveiller aussi. Donc se rappeler ses rêves, c'est-à-dire de se rappeler de plus en plus les rêves, de remonter de plus en plus dans la source d'information à l'origine, et puis d'essayer de faire des rêves lucides, c'est-à-dire de savoir que nous sommes en train de rêver. Je me réveille dans un rêve. Je suis toujours en train de dormir, mais je suis certain, je sais que je suis en train de dormir et que je suis en train de rêver. Et cet exercice-là, quand on y arrive, ça permet justement d'être pleinement dans cette connaissance de ce qui se passe dans le rêve, et donc visiblement d'être plus proche que le processus final dont il est en train de parler, qui va remplacer finalement, avec si on recroise avec l'information du chapitre 6, c'est au moment où c'est retraduit sous forme physique que ça va déformer finalement le message d'origine. Et qu'on passe d'une vraie information qui vient de notre entité à une certaine retraduction qui altère du coup le message. Voilà, donc en tout cas oui, ça m'a l'air effectivement
compléter et recroiser ce qu'il disait dans le chapitre précédent. Voilà, donc, écoutez, je vais m'arrêter là, oui, on est à peu près à la fin de la séance, pardon. On est encore assez loin de leur session, il reste encore 2-3 pages. Donc voilà, malheureusement, c'est de la version finale du rêve que vous vous souvenez d'habitude. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et je reprendrai, donc c'est la fin d'un paragraphe, je reprendrai bien sûr au même endroit pour la suite. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Belle continuation à vous et puis à très bientôt en tout cas.